Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, je reçois une personnalité, un acteur principal de notre sport, le bowling. Pour ceux qui ne connaissent pas les novices et les rookies, ce jour-là va faire beaucoup d'écho à tous mes OG. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cyril Akpomeda. Comment vas-tu, Cyril? Ça va, très bien, merci et toi? Écoute, ça va, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah écoute, hein, c'était un plaisir, hein. En plus, tu deviens, voilà, t'es là. On t'a vu disparaître un peu du game, mais t'as toujours été actif. Aujourd'hui, tu deviens quoi? Aujourd'hui, tu vois, je viens très nouvellement d'être élu à la ville de Cholet au sport. Donc, Oh, euh, magnifique. tu vois, je vais m'occuper toujours du sport, et entre autres de Cholet Basket. On va essayer de faire des belles choses. Il y a la nouvelle salle qui arrive, il y a plein de beaux projets en cours. Ah, une nouvelle salle? Ouais, C'est ouais, une le... nouvelle salle là, dans les 3 ans à venir. C'est un très gros projet pour Cholet et c'est un Bah, beau Cholet. clairement. C'est l'avenir pour Cholet Basket. Ah, clairement, sachant que Cholet... Avenir rime avec Cholet, hein. Dans la formation, dans tout ce qu'ils ont pu faire. C'est l'un des rares clubs qui a pu garder sa ligne de conduite autour de sortir des jeunes joueurs qui peuvent performer dans notre championnat actuel. Big up à Rontoon aussi, et à tous ceux qui sont encore au centre de formation, Amadou Fall et tous ceux qui arrivent. Ouais, tu vois, je les ai vus hier. Ils jouaient Paris, ça a été un super match. Ils perdent sur la toute fin avec deux derniers gros shoots, ils ont été très compétitifs. Et puis, tu vois, Aaron, il a eu du temps de jeu. Et puis, c'est comme ça depuis que moi j'y ai été, et même avant, les jeunes ont toujours eu leur place dans le projet. Donc, c'est ça qui est Ex- super avec Cholet. c'est clair, exactement, c'est ça, exactement. Ils ont toujours donné leur chance aux jeunes et c'est quand même un signe encourageant pour la formation, je trouve. C'est pas une fin en soi en se disant venez dans un gros club comme Cholet, vous partirez après. Là, on compte sur nos jeunes et mine de rien, aujourd'hui, si Cholet est encore là, va- c'est via ce leitmotiv, cette manière de penser qui fait qu'ils sont solides encore aujourd'hui. Oui, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont encore reconnus, c'est la formation. On sait que maintenant il y a des gros qui ont émergé, Paris, Asvel, Monaco. Si tu veux exister aujourd'hui, il faut avoir quelque chose de différenciant. Cholet l'a toujours eu, maintenant plus que jamais ils en ont besoin de montrer ce côté-là et d'en profiter. Et on voit les jeunes aussi qui émergent et qui après partent dans des gros clubs en NBA, en Euroleague. Et ça, je pense que c'est pour le plaisir de tout le monde. Ah, clairement, clairement. Alors, comme je t'ai introduit, pour ceux qui ne connaissent pas Cyril Akpomeda, c'est quand même un CV important dans le basketball. Et on va l'énumérer un peu, sans rentrer dans les détails, mais Cyril Akpomeda, c'était ça. Introduce Baldy, the Almighty, 707. Maintenant, ça a joué à Chalon, Cholet, une petite pige, une petite aventure à l'étranger, pardon, côté du Charleroi-Spirou. Ouais, c'est ça. Après, Siroki, je ne vois pas trop où c'est. En Bosnie, on avait fait la Ligue Adriatique, super super aventure là-bas. Super aventure, je suppose. Comment c'est pour un Français à cette époque-là de partir à l'étranger? Allez, c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit tout le monde est ouvert, c'est très ouvert, tout le monde part en Espagne, en Italie, en NCA. En NCA, avant c'était un combat quand un Clairement. joueur pouvait partir en NCA, tout le monde applaudissait. On se demande peut-être même les joueurs qui étaient pros, ils se demandaient comment il avait fait pour y aller. Et aujourd'hui, c'est très ouvert et tant mieux pour les nouvelles générations, hein. Mais Ah, c'est vrai que pour clairement. nous, c'était beaucoup plus fermé. Les joueurs restaient plus ou moins dans leur championnat et quand tu partais, tu partais un petit peu à l'aventure parce qu'on n'avait pas encore toute cette ouverture qu'il y a aujourd'hui. Surtout en Bosnie. Quand même une terre du Oui, basket. c'était une aventure très 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 spéciale, mais finalement, tu vois, on finit champion là-bas. Et au dernier match, en plus, à l'extérieur, ce qui était pratiquement jamais arrivé. Donc c'était vrai que c'était vraiment une expérience qui était folle, parce que tu avais 11 000 spectateurs, c'était vraiment ambiance de folie, que j'ai jamais revécu d'ailleurs ailleurs. Et, euh, et c'était très 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 formateur, parce que c'était compliqué. D'ailleurs, j'avais fini meilleur défenseur, j'étais content, ça me faisait un petit truc en plus. Et puis après, du coup, tu vois, je suis revenu en France après ça. Voilà. Tu es revenu au Paris-Levallois.
Ensuite, voilà, tu t'es installé comme figure représentative du Nord avec le BCM. Ouais, c'est vrai que là-bas, j'y suis resté longtemps, hein. J'ai fait 6 saisons. Et Mhm. vraiment, on a fait 6 saisons incroyables, avec des très belles performances. Dommage, on aurait aimé finir tout ça avec un titre. On n'est pas passé loin certaines saisons, mais ça s'est pas fait. Mais c'est comme ça fait partie de l'aventure. Il y a des hauts et des bas. Ouais, moi, à titre perso, je pense que vraiment, euh, ce qu'il a manqué au BCM Gravelines et tout le projet qu'il a pu installer dans notre championnat, c'était vraiment ce titre-là, parce que il était à l'initiative de pas mal de gros projets, des projets français, où la majorité de l'effectif était français avec des responsabilités. C'était juste la cerise sur le gâteau qui manquait pour moi. Ouais, ouais, c'est vrai que ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que c'était quand même une super aventure, et sportivement, mais aussi humaine, parce que le club, les joueurs, tout était très soudé. On a beaucoup de contacts, on a des groupes encore où on discute pour la plupart. Même les joueurs américains qui sont passés, on discute encore. On a des fois on fait des zooms et tout ça, on parle tous entre nous. Donc ça a été vraiment une très belle aventure. C'est vrai que le titre, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on jouait pas non plus avec des effectifs de 12, 13 joueurs et on jouait plus à 8, 9 et on jouait et le championnat et la Coupe d'Europe et la Coupe de France et il fallait jouer la Leaders Cup et c'est vrai que souvent, malheureusement, on arrivait en fin de saison un petit peu court dans les jambes. On dira Ouais, ça comme ça. c'est exactement, on dira ça comme ça, mais franchement, c'était dingue. Après, bon, on finit sur ma dernière saison à Gravelines, un peu plus compliquée. Oui, bah tu sais, après c'est un peu quand tu vois, il va y avoir un peu du renouveau, Mhm, tu sens que t'es dans une fin de cycle et bah c'est toujours compliqué quand t'arrives comme ça, c'est hein. ça. Et 2 années à Monaco dans le même ton. Ouais, ouais, des années à Monaco, super année. J'arrive à Monaco, j'avais des propositions en proie et puis Monaco est venu discuter avec moi. J'avais un ancien coach que j'avais bien connu, Savo Vucevic, qui était là-bas. Et, Ça vaut euh, big up à et Sovo que j'ai eu à Bondy, moi. ah bah voilà, bah je le connais depuis l'époque de Bondy aussi, donc je l'ai eu à Charleroi. Et donc du coup, il m'a convaincu finalement de tenter ce challenge parce que j'ai vu qu'il allait se passer quelque chose et je me suis dit tiens pourquoi pas en être. Et Ah bah oui. je pense que bah finalement ça a été un de mes meilleurs choix parce que on fait une super saison, la première pour monter, on monte directement. Je reste là-bas, on est champion de France, je reste là-bas et puis bah, je suis capitaine de l'équipe. Alors forcément, tu joues un peu moins parce qu'après tu prends de l'âge et puis on ramène aussi un très gros effectif. Mais bon, Ah, première clairement. saison, tu finis dans le top, tu gagnes la Leaders Cup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que que j'ai décidé d'arrêter ma carrière là parce que je me suis dit bah je vais l'arrêter de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire sur Avec un un titre. titre, sur un groupe super humain avec qui on parle tout le temps. J'ai encore vu Yakuba Ouattara hier, on discutait et je me dis bah écoute c'est une belle fin de finir en haut et puis finir sur de belles choses, une belle équipe et puis on voit jusque le parcours de Monaco après, donc je me dis que j'ai eu raison. Ah, t'as bien raison, t'as bien raison. Et ça, franchement, parce que beaucoup de sportifs ont envie de continuer, mais ne savent pas quand arrêter. Et quand ça se finit mal, c'est souvent désagréable parce que ça efface tout ce qu'on a pu faire auparavant sur une saison où on n'a pas pu se dire stop, où l'ego a peut-être pris un peu plus le pas sur le côté objectif de la situation. Ouais, je pense que c'est toujours compliqué de savoir quand s'arrêter. Euh, Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais un petit peu des projets à côté, donc je faisais d'autres choses, et donc du coup, je pense que la bascule, elle s'est fait naturellement. Je me suis dit bon bah là, c'est bien, j'ai fini en bonne santé, j'ai pas eu de grosses blessures ou de chirurgie dans ma carrière, donc je me suis dit bon, c'est peut-être c'est peut-être le moment d'arrêter avant de faire là où les saisons de trop. C'est clair. Avec plein de sagesse et au moins de se dire j'ai décidé d'arrêter et là, c'est beaucoup plus facile à, Ah à, oui, di- ça. à, à gérer. Ça, les gens, ils pensent pas à quel point c'est important de pouvoir se dire que t'as choisi le moment où t'arrêtes dans une carrière, parce que pour la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Ça se passe soit avec des baisses de niveau, soit l'âge, soit les blessures. Et malheureusement, je me suis dit, bah, ça aussi, c'est une petite victoire de pouvoir dire, bah, tiens,
c'est moi qui décide. Là, j'ai fait le tour et j'ai envie d'arrêter maintenant. C'est clair. J'ai eu la chance de discuter avec Jean Pondy, un ami que nous avons en commun, qui m'a vivement parlé de ton bouquin. Le sport n'est pas une promesse. Franchement, déjà d'une, je commence tout de suite par la publicité. Elle n'est pas rémunérée. Allez tous le prendre et le lire. Parce que je l'ai avalé d'une traite. Et je peux vous dire que ce livre-là, pour les parents, je pense que ça peut vous permettre de vous remettre en question. Et vous en avez vraiment besoin. Ça va vous aider à accompagner votre enfant dans le sport. Et je dirais même dans l'éducation et dans pas mal de choses. Ça parle de basket, mais ça peut être projeté à plusieurs niveaux pour moi. Donc, n'hésitez pas, le sport n'est pas une promesse de Cyril Akpomeda. Nous allons en parler et on va vous donner l'envie d'aller le prendre. Je pense que j'ai tout dit, je pense que je suis dans le vrai dans ça. Ouais, bah j'espère. J'espère, hein. Mais On pour va... l'instant j'ai des bons retours, donc j'espère que Ouais, ça va. en tout cas j'espère que ça aide les gens. C'est l'objectif premier. Première question, comment t'en es arrivé à écrire ce bouquin? Alors honnêtement, j'en suis arrivé à écrire ce bouquin parce que bah mon fils s'est mis au basket et Mhm, moi j'ai commencé le basket assez tard. Donc finalement, j'ai pas connu les petites catégories où tu sais, tu vas avec tes parents au match, mhm. tout ce cheminement. Donc en fait, bah, finalement, je l'ai découvert à travers mon fils, en fait, en allant au match, en voyant les ambiances, en voyant comment ça se passait. Et bah, j'ai vu que bah il y avait pas mal de choses qui sont vraiment géniales, hein, parce que bon, t'as beaucoup d'entraide, t'as du bénévolat, t'as beaucoup de parents qui sont investis et tout. Mais il y avait aussi beaucoup de soucis entre guillemets. Euh, je vais dire ça comme ça. Et on arrivait des fois dans des salles où tu voyais que, en fait, le sport pour des si jeunes prenait beaucoup plus d'importance qu'il ne devait, et pas de la Ah, bonne façon. je vois très bien ce que tu veux dire et je pense que c'est un problème qui est perpétuel au niveau de ces jeunes et ces de ces jeunes joueurs, de manière générale, filles et garçons, où la notion de jeu disparaît dans les tribunes. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, l'enfant, il a déjà la pression avec le coach. Il a déjà la pression qu'il se met lui-même hein, pour réussir son Mhm. match. Et finalement, là où le parent devrait être bah, un petit peu celui qui va apaiser la situation, un peu de réconfort, quand tu sais que bah, c'est déjà compliqué à ces âges-là parce qu'ils se mettent en compétition, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Bah en fait, souvent, j'ai remarqué que pour beaucoup, en fait, ça rajoute une nouvelle pression. C'est-à-dire que ça crie pendant le match, ça prend les statistiques, ça crie à la mi-temps, ça vient donner des conseils pendant que le coach dit va à droite, le parent crie va à gauche. Et, euh, et j'ai trouvé ça... Au début, je me suis dit, bah, c'est peut-être moi, parce que je m'en rends pas compte, tu vois. Et Mhm. puis après, bah, j'ai été dans d'autres clubs où bah, il y a d'autres enfants, d'anciens joueurs que je connaissais. Leurs enfants, ils jouaient aussi. Et on avait un peu tous, tu vois, cette même vision de ce qui se passe dans les tribunes. Et on s'est dit, les gens se rendent pas compte à quel point ça impacte l'enfant, en fait, finalement. Ah, clairement, moi, en étant directeur technique dans un club, je peux te dire que c'est un gros travail qu'on essaye de faire au quotidien afin de mettre les parents dans leur rôle de parents et non d'entraîneur ou de statisticien ou quoi que ce soit, parce que la notion de jeu perd de son sens et d'une année à une autre, on a un enfant qui décide de plus jouer au basket. Alors au départ, on se dit que peut-être que c'est la faute du club, parce que l'enfant, on l'a pas très bien accompagné ou on n'a pas écouté ou ressenti ses difficultés. Et à la fin du compte, on se rend compte que c'est vraiment le papa ou la maman qui a écœuré l'enfant et qu'il n'a plus envie de revenir parce qu'il ne veut plus vivre ce genre de situation. Oui, mais je pense que c'est compliqué. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que je pense que les parents, ils essayent de bien faire. Tu vois, c'est pas C'est dans un ça. sens négatif Mhm. parce que ils seraient méchants ou autre chose. C'est vraiment que les parents, ils essayent de bien faire, ils essayent de motiver l'enfant. Mais c'est vrai que la manière de faire est importante parce que finalement, ça rajoute plus de pression
tu sais, le débrief d'après-match, juste après les matchs, ouais, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as Dans fait la ça, voiture. dans la voiture, pendant t'as une heure de route, et pendant une heure, on t'explique par A plus B pourquoi t'as été mauvais aujourd'hui. Je pense que c'est des choses qui sont compliquées et je le dis avec beaucoup de recul parce que moi avec mon fils comme je l'entraîne un peu de temps en temps pendant les vacances ou qu'il me demande des conseils pour les matchs ou autre chose, bah en fait petit à petit moi aussi moi-même je me suis remis en question sur certaines choses. Maintenant par exemple je commence toujours par lui dire ce qui est positif avant de lui dire ce qui est négatif. C'est des petites choses hein. Je lui parle jamais du match après le match, je lui demande juste si ça a bien été, comment ça s'est passé, s'il s'est senti bien, et après on en parle peut-être le lendemain à froid, quand il Hmm. est plus disposé et qu'il est moins frustré si ça n'a pas été un bon match par exemple. Et je pense que c'est plein de petits détails qui peuvent changer les choses. Et le livre, c'est pas écrit comme un livre de reproche, c'est plus un livre, tu sais, de réflexion. C'est De réflexion. Et je voilà, rajouterais participative. oui, c'est ça. C'est plus de inciter les gens à se poser des questions Mhm. et à voir ce qu'ils font de bien déjà, mais aussi ce qui peut être modifié en fait pour que l'enfant soit plus simple pour lui aussi et que ça Ouais, reste non, un mais c'est plaisir avant tout. clairement. Ce que j'ai apprécié déjà dans ton livre, c'est à chaque chapitre, pardon, euh, tu impliques les lecteurs. C'est que tu finis ton chapitre et tu leur poses la question afin de savoir comment ils feraient. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il est participatif. Oui, bah c'était un peu l'objectif. Je voulais pas faire un livre, tu vois, donneur de leçons. Oui, il faut Mhm. faire comme ci, il faut faire comme ça, la méthode c'est comme ci, c'est comme ça, parce qu'en fait on a tous des enfants différents, on a tous des cadres différents, on est dans des clubs différents, les fonctionnements sont différents, donc c'était plus que les gens aient du recul sur le sport en général, sur eux leur façon d'être avec l'enfant, et d'avoir surtout aussi beaucoup de recul, parce que bah je mets quelques stats, tu vois, du nombre de licenciés en France, du résultat et du nombre de nombre qui devient professionnel. Quand tu vois qu'il y a Mhm. entre 7 ou 800 000 licenciés par an et puis qu'il y en a peut-être 5 ou 10 qui deviendront pro et peut-être un ou deux qui en NBA, bah Ouais. je sais pas bien si ça vaut le coup de mettre une De tout miser pression, là-dedans. ouais, de tout miser là-dedans, tu vois. Je Ah, pense que de toute clairement, ça. façon, le projet, il doit être d'abord le projet de l'enfant. Toi, tu dois être là Ah, pour l'accompagner. Ça peut pas être ton projet pour l'enfant. Ça doit être son projet et toi, tu l'accompagnes. je te rejoins totalement dans ça. Franchement, je te rejoins totalement dans ça. C'est marrant parce que ça fait écho un peu à ce que Nicolas Batum a pu sortir lors de son interview à propos des joueurs qui arrivent en NBA et le fait, le changement continuel de joueurs qui arrivent et qui partent et qui restent. Et quand tu fais une carrière de 10 voire plus de 10 ans NBA, déjà 5 ans c'est énorme, mais quand tu fais 10 voire 15 ans NBA, c'est que vraiment tu es quelqu'un qui s'est installé, qui est respecté dans ce championnat-là. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de vivre ce genre de choses. Alors, toi, tu sors les chiffres avec le championnat de France, avec le championnat tout court, et le nombre de licenciés au départ, ah, il faut vraiment être déterminé, décidé à aller au bout et se dire que ça va pas forcément payer. Oui, c'est ça. C'est que c'est un chemin qui est très long, compliqué. Il y a plein de paramètres qu'on ne contrôle pas, hein. Je veux dire, quand t'es jeune, bah tu veux faire du basket, ok, tu contrôles pas l'évolution de ton physique parce que c'est une part importante dans le basket. Mhm. Tu connais pas ton plafond en termes d'évolution technique. Tu sais pas si tu vas te blesser, tu sais pas quel club, quel coach tu auras, est-ce que tu joueras plus, moins, les opportunités que tu auras. En fait, c'est vraiment un pari. Moi, je suis à 100% pour que les gens fassent du sport. J'ai adoré la compétition, mais de là à en faire son option première, même si moi ça a été ma voie, bah avec le recul, bah je me dis non, il faut que ce soit un projet, mais c'est plus facile de mener un projet quand tu sais que tu as une autre option à côté, parce que tu es Ah, plus serein. on est totalement d'accord. Et pour revenir à toi, comme tu l'as dit, tu as commencé sur le tard. C'était une autre période, une génération où on était sur les playgrounds à tous se marcher dessus. L'aspect compétitif de la chose était dans l'ADN dès le départ. Donc quand tu arrives en club, tu es déterminé. Oui, c'est vrai que la mentalité, elle était totalement différente. Aujourd'hui, on voit que bah,
Nous, on a commencé vraiment sur les streets, hein, très Clairement. clairement. Et moi, je suis arrivé, je me suis entraîné, j'ai joué un peu avec Sanois à Saint-Gratien, et paf, je suis arrivé directement à Cholet. Mon parcours, il a été comme ça. Donc moi, j'ai commencé, j'ai eu mon premier ballon, j'avais 15 ans déjà. Donc c'est vrai que j'ai commencé assez tard. Mais aujourd'hui, on voit qu'on essaye de programmer les enfants, workouts par-ci, vidéos par-là, TikTok, réseau. On essaye déjà de les marketer avant même qu'ils aient réalisé quelque chose. Et je pense que c'est contre-productif parce que des fois aussi, l'enfant se voit, ne se voit pas de façon pragmatique. Hmm, C'est-à-dire que c'est pas important d'être fort ou pas fort. L'important, c'est de savoir où t'es pour pouvoir progresser. clairement. Et je pense que aujourd'hui, bah, tu as des enfants qui se voient pas forcément là où ils sont situés quoi dans le basket en fait français tout court. Hein. Et je pense que ça c'est un peu de notre faute aux parents parce que c'est à nous de leur faire garder les pieds sur terre entre guillemets. Ouais, on fausse un peu la réalité des choses en les laissant en pilotage automatique. Et du coup, tout ce qui peut interagir avec comment ils interprètent ce sport aujourd'hui fait que, à un moment ou à un autre, l'accident de la route peut arriver et les conséquences peuvent être gravissimes. Oui, surtout que la réalité des jeunes, je m'aperçois que c'est vraiment pas la réalité de quand tu arrives dans le centre de formation. Donc, tu vois, par exemple, t'as des jeunes, ils vont mettre 30 points par match, et bah après, tu les reverras jamais. Parce que, en Mhm. fait, c'est pas forcément ce que les clubs cherchent. Quand t'arrives au centre de formation, ils vont chercher plus des joueurs qui peuvent fitter dans le collectif, qui sont quand même forts, hein. Mais les joueurs, par exemple, qui jouent en espoir, bah, ils mettent pas forcément 30 points par match, et il y en a qui arrivent en pro, et il y en a qui n'y arrivent pas. C'est ce que j'explique toujours aux gens. Moi, quand j'étais en espoir, je devais mettre peut-être 12 points de moyenne, je sais pas, quelque chose comme ça, Non, quelque chose comme ça. t'étais le soldat par référence, Cyril. Oui, mais oui, mais ce que je veux dire en attaque, parce que les gens ils sont focalisés que sur l'attaque. C'est-à-dire que pour eux, le Clairement. basket c'est l'attaque. Et moi, ce que j'explique aux gens, c'est que moi, quand je rentre, mais les premières fois que je suis rentré en pro, mais on me demandait pas de shooter. Et même si je shootais, on Ah, me regardait bizarrement. C'est pourquoi t'as shooté. C'est-à-dire que les premières choses qu'on te demandait, c'était de défendre très fort, de pas te tromper dans les systèmes, de prendre les rebonds, de faire la faute s'il y avait besoin. Et c'est là où je me dis, en fait, bah, c'est bien de mettre des points, mais finalement, le coach, le premier jour, il va te faire rentrer en pro, il va pas te dire, ah oui, tu mettais 30 points en U15 ou en U18 ou en espoir, va mettre 30 points en pro. Il va te dire va défendre et va faire des fautes. Et si tu peux pas défendre, bah tu reviendras pas. Donc le fait que tu mettes 30 points, personne ne le saura jamais en fait. Et c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de choses à travailler. C'est quelque chose de très complexe et c'est pas le basket c'est beaucoup plus complet que les gens le pensent parce qu'ils sont beaucoup alors, matrixés par la NBA. matrixé par la NBA, sachant qu'en plus il y a un organigramme, tu peux pas te permettre d'arriver comme ça en disant j'ai 5 minutes, je vais prendre les shoots pour essayer de me faire briller, alors que on t'attend pas là. Oui, c'est ça, en fait. Et je pense que après, c'est normal. Hein, c'est pour les enfants, en fait, c'est normal que tu rêves, que tu aspires à ça. C'est-à-dire, nous, on regardait Jordan, on regardait des joueurs, on voulait faire la même chose aussi. Donc ça, c'est pas un reproche. Le reproche, c'est plus des fois les parents qui les mettent aussi dans ça. C'est-à-dire, ils viennent, ils vont les filmer, ils vont faire des TikTok, ils vont prendre leurs stats sur des petits cahiers, des machins. Et je pense honnêtement que ça les aide pas du tout. Et il y a le scouting report à la fin. Ouais, j'ai vu des trucs fantastiques. Hein. J'aurais pu écrire un livre, peut-être 3 tomes même, juste d'anecdotes que j'ai vu passer. Hein. Non, mais c'est clair. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu as réalisé ce livre, t'en as parlé avec ton fils? J'en ai parlé un petit peu. On en a discuté. J'en ai discuté aussi avec d'autres anciens joueurs. J'avais discuté avec Antoine Rigaudot, qui en plus à cette période-là, lui aussi écrivait un livre. Mais c'est marrant parce qu'on a discuté, on savait pas, et on était tous les deux sur la fin. Donc c'est Ah, pour ça qu'ils sont sortis à pas longtemps d'écart. Et exactement. c'était alors on n'est pas exactement sur les mêmes problématiques, mais on trouvait ça assez intéressant. Et moi, je trouvais aussi que dans le sport français globalement, bah, je trouve qu'on devrait avoir plus
d'athlètes, de gens du staff, des coachs, des préparateurs physiques, qui écrivent des choses parce que finalement, on lit beaucoup plus de choses qui viennent finalement des US, sachant qu'on n'a pas forcément le même contexte, on n'a pas forcément le même système. Et c'est comme si moi demain je voulais adapter mon livre au système américain, ça fonctionnerait pas parce qu'on n'a pas le même système. Et je pense qu'on devrait avoir un peu plus de contenu français d'athlètes, peu importe hein, des sports, parce que Mhm. comme tu as dit, ça se base sur le basket parce que c'est mon sport, mais on peut l'utiliser pour d'autres sports. Euh, mais je pense qu'on manque de contenu, qu'on devrait en avoir plus. Moi, j'incite donc ceux qui m'écoutent, si vous avez des choses à dire, parce que j'en connais plein qui ont des parcours de folie, et je me dis s'ils les racontaient, ça pourrait être bénéfique à tout le Ah, monde. des vrais parcours de vie qui pourront faire écho. Je pense que c'est un travail de transmission qu'on se doit d'avoir. On se doit d'avoir pour nos générations futures. Comme je dis, il faut tout un village pour l'éducation d'un enfant. Et je pense que euh, nous, les aînés qui avons eu un parcours, on se doit de transmettre, d'oser écrire pour partager l'expérience. Bah oui, je pense que parce que du coup tu peux la partager à plus large échelle en fait, on va dire. Et moi j'ai rencontré des joueurs par exemple dans mon parcours qui m'ont beaucoup aidé, des Paul Fortier à l'époque, des Michael Sugar Ray Richardson, Mr. euh, Richardson, voilà, des Skeeter Henry, des joueurs peut-être qui parlent pas aux jeunes aujourd'hui, hein, mais c'était des joueurs qui ont joué certes pour certains qui ont joué en NBA, qui ont fait des carrières incroyables. Et je me dis bah heureusement en fait que j'ai eu ces joueurs-là sur mon parcours qui m'ont expliqué le parcours, comment il fallait s'entraîner, comment il fallait bosser, en fait plein de choses qui ont fait que aujourd'hui j'ai pu faire cette carrière. clairement, une très belle et longue carrière. Euh, on va revenir un peu sur ton histoire en tant que joueur. Euh, Si tu avais un coach qui t'avait marqué dans ta grande carrière, qui ce serait? Un coach, Ouais. c'est toujours la question piège parce que je trouve que Je veux pas minimiser les autres coachs, mais je c'est sais que c'est tu as ça. En fait, rencontré des coachs de caractère. c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai eu plusieurs coachs vraiment qui ont eu de l'influence. Déjà, je dirais Christian Monchot parce que c'est ce que j'ai eu le plus longtemps. Forcément, parce que je l'ai eu à Chalon quand j'étais en jeune, et puis on s'est retrouvé à Gravelines. À Gravelines. Donc forcément beaucoup d'influence. Et puis lui, il était vraiment câblé par rapport au style de jeu qu'on avait. Donc c'était vraiment super. Avec lui, ça jouait vite, beaucoup de défense, les shoots, on pouvait shooter rapidement. Donc c'était un petit peu dans ce qui se fait aujourd'hui dans l'ère moderne. Ce que j'aime à dire, c'est que c'était un peu le précurseur. À l'époque, quand on shootait beaucoup à 3 points, les clubs, ils nous regardaient, ils disaient, ouais, non, mais shoot 3 à 3 points. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois les gens qui shootent du milieu de terrain. Et dans le plus grand des calmes. Ouais, voilà. C'est-à-dire que même maintenant, tu vas voir un match de U11, les mecs, ils shootent du milieu de terrain. Donc c'est assez drôle. Et puis après, il y a eu aussi d'autres coachs comme Herman Kunter, parce que Ah. c'est finalement, Regarde à vous, monsieur Kunter. voilà, c'est lui qui m'a lancé un peu, on va dire, entre guillemets, dans le grand bain. Pour ça, je le remercierai toujours parce que on a eu à l'époque, je jouais avec Jim Bilba aussi, qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et puis il se blesse à un entraînement et puis le coach me regarde, puis il dit bon, tu vas jouer. Et paf, il me balance dans le grand bain. Et puis je réponds bien, je fais un premier bon match et tout. Et puis de là, c'est lancé quoi. Et puis il te fait confiance. Et puis on était que des jeunes quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on Hmm. était une équipe que des jeunes, majorité de joueurs français, majorité de joueurs issus du centre de formation. Centre de formation. C'est-à-dire qu'on avait des plus jeunes comme Michael Gélaval jusqu'à Jim Bilba qui avait été à Cholet. Donc franchement c'était une belle aventure. Quand on parle Cholet aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de faire un big up à Claude. Oui, Claude, qui était avec qui j'ai habité, hein. Je veux dire, on a été champion de France cadet, espoir ensemble, on a été en pro ensemble, on a été en équipe de France ensemble. Donc, on a même arrêté la même année. Donc, c'est pour Ah, dire, ok, c'est qu'on a été synchronisés toute notre carrière.
C'est marrant parce qu'entre parenthèses, je l'avais croisé à Lille. Je revenais de séjour avec des jeunes. On avait été dans un petit resto et je le vois. Et naturellement, on se met à discuter pendant un quart d'heure. J'en oublie les jeunes avec qui je suis venu en séjour, hein. Et on discute en 15 minutes. Et pendant un quart d'heure, on discute de tout et de rien, de Gélabal, de toutes vos aventures avec Cholet. Et le fait voilà, bah, le fait d'entendre ça, bah, ça marque quand même. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tous ses proches qui étaient avec lui au centre d'information, vous êtes tous réunis et vous avez apporté soutien à sa famille. Donc Ouais, franchement, on a tous été, et franchement, c'était un moment, c'était compliqué parce que t'as grandi avec cette personne, mhm, on s'est connus, tu vois, surtout quand tu sais, t'as des relations, tu sais, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, c'est quand même quelque chose où tu sais où tu restes soudé, t'as gagné des choses ensemble, clairement. c'est vrai que tu Vous t'y êtes loin attends de pas vos en fait. familles, vous êtes loin C'est de vos ça. familles, vous vous soutenez tous les deux, vous êtes des frères de sang. Donc, euh, donc ouais, tu t'y attends pas et c'est quelque chose qui marque toute une vie. C'est quelque chose qui marque toute une vie. Donc voilà, c'était vraiment le big up à Claude et à tous ceux qui ont partagé le terrain, ses déconnades, Ouais, il y en a son beaucoup. sourire. Et ses guerres, parce que c'était le premier aussi à aller à la guerre. À la Ah, guerre. c'était le premier, hein. Qu'est-ce que- Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce livre-là euh, peut être transmis à des parents qui pourraient te faire un compte rendu de comment eux se voient dans la vie de tous les jours quand ils accompagnent les parents? Ça pourrait être marrant. Mais franchement, j'aimerais beaucoup que, moi, à chaque fois que les gens me disent, oui, j'ai acheté ton livre, j'ai dit, surtout, fais-moi, tu vois, un compte rendu, dis-moi ce que t'en as pensé réellement, est-ce que ça t'a aidé ou pas. Et j'attends pas forcément que les gens soient positifs, en fait, Ouais. ou négatifs, mais juste Mhm, qu'ils soient sincères tu sais, c'est juste pour avoir des remontées, et puis pour me rendre compte, tu vois, des attentes des gens et de me dire, tiens, est-ce que je l'ai fait de la bonne façon pour que ça aide, parce que c'est l'objectif premier, hein. L'objectif premier, c'est que ça serve et pourquoi pas peut-être créer d'autres contenus plus tard parce que les gens te diront bah ouais moi j'aurais préféré ça ou ceci. mhm. Je sais pas encore, l'avenir nous le dira, mais déjà qu'un maximum de personnes le lisent et puis qu'on aille des remontées, mais ça peut être intéressant aussi même un jour d'avoir le recueil des Euh, parents. Clairement, moi je pense que c'est très important d'en parler parce que tu vois, il y a des choses qu'on voit, qu'on entend dans les tribunes, comme il n'y a pas si longtemps que ça, une maman qui est descendue sur le terrain pour, euh, pour bousculer une gamine parce que dans le jeu, les filles se sont échangées des coups, mais dans le sport, tu vois, l'implication de la maman. Et je pense que tous ces genres de comportements, à l'origine, sont là par un excès de support et d'accompagnement. De, En fait, ça vit plus le match que les enfants. Oui, mais c'est exactement ça. Moi, je pense que des fois, les parents, je vais pas dire qu'ils vivent à travers leurs enfants le match, mais presque. Et du coup, ils restent pas à la place où ils doivent être. Il y a des arbitres, il y a des coachs, je veux dire, il y a plein de gens qui sont là pour veiller à ce que le match se passe bien. Et donc, je veux dire, il y a aucun moment où je pense que dans un match de U11 ou U13, il faille que les parents rentrent se battre avec les enfants sur le terrain. Et C'est dingue. voilà. Moi, j'ai même vu un match où il y avait quatre parents, parce que des fois dans les petites catégories, c'est un parent qui coach, et il y avait quatre Mhm. parents sur le banc. Et chacun appelait un enfant, ouais, on rentre, sort, sort. Et je me suis dit, bah, c'est C'est un comment staff les... NCA? Ah ouais, je me suis dit, mais comment ils font? Je me suis dit, c'est pas possible. Et je vois plein de choses comme ça, et je me dis, en fait, ils se rendent pas compte à quel point ça les dessert, parce que en fait, je pense que les parents, eux, de leur côté, sont passionnés, hein. Mhm. Je pense que eux, vraiment, ils ont envie de bien faire, ils veulent tous mettre leurs enfants en avant pour que ça fonctionne. Et ce que je dis toujours, en fait, est la seule chose qui fonctionne, c'est aller à la salle et t'entraîner. C'est exactement. C'est la seule chose qui fonctionne. Il y a un passage de ton livre il y a un passage bien particulier qui m'a interpellé. Et franchement, je pense que c'est ce qui résume le plus le positionnement des parents auprès de leur fils. C'est quand à un moment, tu pointes le fait que souvent, peut-être que des parents vivent au travers la compétition de leur enfant parce que c'est peut-être un aveu de carrière loupé, c'est peut-être entre guillemets le projet Mbappé. Euh,
c'est toujours un moyen de vivre le truc par substitution. Oui, je l'ai remarqué assez souvent, hein. Je veux dire, il y a beaucoup qui ont été soit anciens joueurs, soit anciens sportifs, peu importe, hein, pas forcément un joueur de basket, mais anciens sportifs, ou des gens qui ont des projets. Mon fils va faire ça, et en fait, tu remarques aussi que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que si par exemple mon fils a été en U11 en équipe 1, quand il ira en U13, il sera forcément en équipe 1. C'est quand il ira en U15, il ira en équipe 1, et puis après il ira au centre de formation. En fait, il te parle comme si c'était un chemin tout tracé, sachant que le sport, Il n'y a rien de tracé. il y a rien de tracé, et puis c'est peut-être l'activité la plus injuste qui existe, parce il y a pas de justice, il y a pas forcément, malheureusement, hein, je vais le dire comme ça, Ouais. parce que je sais que c'est compliqué pour certains, mais des fois, même travailler le plus, des fois, il y a des gens qui travaillent en moins et te passeront devant parce que la nature les a dotés de super pouvoirs que tu n'as pas. Je Exactement. pense au fils de mon pote Nathan Souliman, quand tu le vois Bah, et son jeu et son développement physique à tel âge, je veux dire, même si toi tu t'entraînais tous les jours, est-ce que tu vas passer devant? Bah non, bah non. malheureusement, D'ailleurs, malheureusement. Et je vois le petit régulièrement en U15 ah mais et lui aussi. C'est marrant, c'est marrant. non, mais Mais c'est pour ça que je dis en fait le sport c'est pas il y a pas c'est très difficile en fait le sport à vivre même pour les gamins la compétition et puis des fois t'arrives puis même les phases de croissance sont pas les mêmes des fois t'en ils as sont ils pas ont les mêmes. grandi super tôt ils sont costauds super tôt et toi ton enfant il vient sur le terrain il se fait rouler dessus parce que les joueurs sont trop physiques et il est frustré mais ça veut pas dire que Mhm. plus tard il va pas grandir. Ouais, et à l'inversement, en U15, ça y est, ça se développe et vip, vip, bip, bip, ça s'arrête plus, tu vois. Et ça, il faut l'entendre. La loi de la nature, les enjeux ne sont pas pareils. C'est aussi, c'est aussi hasardeux que le casino, j'ai envie de te dire, et que se projeter devient un pari très risqué et dangereux. Moi, je dis pour l'éducation de l'enfant, c'est pour ça que je pars du principe qu'il faut vraiment remettre la notion de jeu et de plaisir au milieu de tout ça, et que si ça doit aller plus loin, nous, en tant qu'adultes, ok, on va t'accompagner, mais il faut que tu l'entendes que c'est pas sûr que on y arrive. Non, puis je pense que la notion de plaisir, c'est aussi ce qui, ce qui indirectement te fait arriver au haut niveau. Ouais, C'est-à-dire que exactement. si tu es sous pression tout le temps, avec le coach, avec entre tes camarades, enfin tes coéquipiers, tu rentres à la maison, tu mets encore la pression pour savoir pourquoi t'as pas mis tant de points et tout ça. En fait, ça devient plus un plaisir. Mhm. Nous, quand on était jeunes, finalement, on allait jouer sur les playgrounds, on allait jouer, on partait, et même quand on faisait des matchs, il n'y avait pas de parents. On y Ah allait non, par plaisir. C'est-à-dire que on y allait et on se donnait à fond, et du coup, on se développait parce que c'était notre objectif. Et exactement. je trouve que pour beaucoup aujourd'hui, c'est pas leur objectif, c'est l'objectif des parents. Et ça, Mhm. je trouve que ça, c'est plus dur. C'est plus dur. Alors peut-être certains réussiront, hein, mais ce sera le 0,001%. Une faible probabilité. Voilà. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. On se rapproche de la fin de notre aventure. Si tu avais un mot à dire au basketball français, à tous ces acteurs du basketball français, ce serait quoi? Ah, de continuer à essayer de faire de son mieux, hein. Ah, Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre chacun sa pierre à l'édifice. Moi, je l'ai fait au travers de ce livre. Je vois plein d'anciens joueurs qui sont maintenant avec qui je jouais, qui sont inclus dans des ligues, dans des baskets, qui sont des dirigeants, des coachs. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait de plus en plus des anciens joueurs qui s'impliquent, hein. Pas forcément ouais. tous de la même manière, hein. Ça peut être juste aller discuter avec des jeunes. Je vois le programme des légendes qui est super chouette. Je vois je vois Amarassi par exemple qui est maintenant au Paris Basket. Mm. Je vois d'autres comme Ali Traoré qui passe des diplômes de coach. J'ai écrit un livre. Antoine Rigaudot il en a écrit un. Je pense que en fait c'est ce qu'il faut, c'est que chacun mette sa petite pierre à l'édifice pour essayer de faire avancer le basket français, et puis après, ceux qui le font vraiment tourner aujourd'hui, c'est encore ceux qui sont sur le terrain, donc c'est à eux de continuer Exactement. de nous faire rêver, puis de faire rêver les prochaines générations pour qu'ils y arrivent, et puis plus tard, ce sera à eux
de partager aux plus jeunes. Je pense que tu as vraiment tout dit, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est chacun porte sa pierre à l'édifice, pardon, que ce soit les sportifs de haut niveau, ce type de médias qui permet de partager ce genre d'expérience avec une plus grande amplitude et, euh, et dire longue vie au basketball, quoi, tout simplement, et prendre du plaisir. Bah oui, tu regardes les podcasts que tu fais, ils participent à ça parce que bah, ils nous permettent aussi de nous faire entendre, de partager des choses avec des plus jeunes aussi, parce que des fois t'as pas forcément les connexions avec les parents. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont à faire dans le sport français. Il y a encore beaucoup de place à prendre dans plein de domaines. Et Mhm. bah, je nous souhaite à tous, et puis je souhaite aux futurs d'arriver à leurs objectifs. C'est clair. Et je vous le redis encore une fois, le sport n'est pas une promesse. Vous pouvez le trouver sur Amazon et plein d'autres plateformes. Et franchement, c'est une petite pépite à lire tranquillement et ça vous remet dans le bon sens, j'ai envie de vous dire. En tout cas, merci beaucoup Cyril de m'avoir accordé ce temps et d'avoir partagé un peu ton expérience, ton vécu et tout ce que tu as pu ressentir en écrivant ce bouquin auprès de nos auditeurs. Et je te dis bonne chance pour ta suite en tant qu'élu lié au sport, parce que Cholet mérite une personne comme toi qui a vécu et qui connaît cette ville. Bah, merci beaucoup, hein, et puis longue vie à Off Court aussi, et puis j'espère en entendre encore pas mal de podcasts de gens intéressants et découvrir encore plein de choses à travers Merci tes beaucoup. interventions. Merci beaucoup, Cyril. Bonne chance à toi et je te Merci. souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, les gars. Ok. C'était Smooth Smooth l'artificier à côté de Cyril Akpomeda. Of course, c'est terminé. Holla back. Ciao.